Mes amis, j'inaugure une série que j'espère longue sur le courrier des stratèges consacrée à l'agriculture et aux méthodes agricoles. Vous souvenez peut-être que j'avais fait un papier sur le trilemme agricole, comment concilier le niveau de vie des agriculteurs, la qualité de la production et une nourriture de qualité abondante, pas chère. Et c'est cette question qui, je crois, est en réalité au cœur des débats que nous devons avoir sur l'agriculture. Et pour mener ce débat, je pense que rien ne vaut des témoignages d'agriculteurs, des prises de parole d'agriculteurs eux-mêmes. Donc, si vous êtes candidat pour nous parler, mettez vos coordonnées soit en commentaire de cette vidéo, soit envoyez-les à lecourrierdesstratèges@gmail.com qu'on puisse vous contacter ou rejoignez-nous sur le fil Telegram gratuit Restez libre. D'ici là, je reçois Jacques Egler, qui est maraîcher, comme on disait quand j'étais petit, producteur de légumes en Alsace, au pied du ballon d'Alsace, pas très loin de Mulhouse, et il va tout nous dire de ce qu'il fait. Alors, merci Jacques de nous consacrer un peu de temps. Je sais que les travaux, vous faisiez de la choucroute hier, je voulais vous interviewer hier, vous faisiez de la choucroute. Pourquoi vous faites de la choucroute? Alors pour deux raisons, trois raisons. Premièrement, c'est très très bon. D'autre part, en hiver, c'est une source vraiment très très riche en vitamine C à travers le phénomène de lactofermentation. Et troisièmement, c'est tout à fait culturel chez nous, étant alsacien. En fait, c'est vraiment un légume, enfin un légume, une préparation très très prisée en hiver, quoi. Voilà. Alors, concrètement, donc, on en déduit que vous produisez des choux. Votre exploitation fait combien d'hectares à quelle taille? Alors nous sommes une toute petite structure maraîchère par rapport à ce qui se fait en plaine d'Alsace. Nous sommes au fond d'une vallée vosgienne, hein. C'est important de le préciser. C'est pas directement au pied du Grand Ballon, c'est plutôt au pied du Markstein, hein. C'est encore bien plus au fond de la vallée. Et donc en fait nous cultivons environ 2 hectares et demi, dont 12 arts sous abri. Voilà. C'est-à-dire des serres en plastique. Voilà, voilà des serres de la forme d'un tunnel et qui font chacune 2 arts et demi et voilà, nous en Vous avons mettez, 5. vous mettez quoi sous vos serres? Alors, tout au long de l'été, nous mettons des cultures de type solanacée, donc les tomates, les aubergines, les poivrons, le basilic, qui est une plante relativement fragile lorsque la météo n'est pas clémente, on va dire. Et tout au long de l'hiver, nous en profitons pour cultiver ce qu'on appelle des légumes feuilles, qui sont des sources de fraîcheur tout au long de l'hiver, hormis les très 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 grands froids. Mais donc épinards, mâches, pourpiers, alors, des plantes qui servent à faire des mesclins, des choses comme ça, quoi, tout au long de l'hiver. Voilà. Vous avez combien de salariés avec vous? Alors en fait, ma femme est à la tête de l'entreprise. C'est une entreprise individuelle. Je suis son salarié 8 mois par an. Et donc en agriculture, il faut savoir qu'il y a un statut qui permet aux conjoints de devenir conjoints collaborateurs, Hmm. ce qui lui permet d'être, on va dire, couvert Socialement. socialement, Hmm. voilà, en cas d'accident, en cas de, voilà, toutes les couvertures sociales qu'on peut imaginer. Donc, elle m'embauche 8 mois par an et en saison, nous faisons appel de manière ponctuelle sous forme de CDD à des saisonniers. Lorsqu'il y a les gros travaux d'entretien ou de récolte en fin d'été, des choses comme ça. Vos saisonniers, vous les trouvez comment? Alors, on a quand même un sacré petit réseau de connaissances et c'est principalement du bouche à oreille. On n'a jamais fait appel à la NPE, par exemple. Et il y a beaucoup de gens aussi qui viennent vers nous spontanément, que ce soit des étudiants ou des gens qui, voilà, qui, pour diverses raisons, se retrouvent sans emploi à un temps donné. Ils s'adressent à nous. Mais c'est souvent des étudiants aussi. Donc, Voilà. c'est ce qu'on appelait les vendanges quand on était petit, quoi, les récoltes d'été, C'est dans le même esprit. dans le même esprit. Oui, oui. Et est-ce que vous utilisez des désherbants, des pesticides, du glyphosate? Qu'est-ce que vous pensez du glyphosate? Ah, vaste débat. Alors pour répondre à votre première question, en fait, j'aurais dû commencer par là. Peut-être nous sommes en agriculture biologique, hein, avec contrôle et tout ce qui va avec, hein.
Et nous y tenons particulièrement parce qu'en fait, nous ne pouvons pas, mon épouse et moi, concevoir de faire de l'agriculture dans un autre état d'esprit, quoi. Ma femme étant fille d'agriculteurs, que ce sont des éleveurs, hein, eux, ils sont franchement dans la montagne, et ils ont toujours pratiqué l'agriculture dans cet esprit-là, et nous ne pouvons pas concevoir de faire de l'agriculture autrement que les quatre piliers de l'agriculture biologique sont pour nous en fait fondamentaux, voyez-vous? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, on fait le tour de tout ce qui concerne notre travail, à savoir le respect du travailleur, le respect de la nature, hein, enfin du sol, et ainsi de suite. On voit bien les limites du système après 50 ou 60 ans d'agriculture intensive chimique dans certaines régions de France. Pour ne parler que de la France, il y a des gros problèmes de production. Si, entre parenthèses, hein, il est clair que si on ne met plus certaines cultures sous perf chimique, on va avoir du mal à produire. Voire on ne produit rien, hein. C'est bon, c'est un autre problème. Mais nous ne pouvons pas concevoir donc de nous éloigner du respect du producteur, du respect du consommateur et du respect du sol, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que C'est- vous appelez le respect du producteur? Alors, il y a une dimension sociale, à savoir qu'en fait, et c'est ce qui est intéressant, entre autres, dans l'agriculture biologique, je suis persuadé elle est génératrice d'emplois. Pour avoir une idée de quoi je parle, c'est qu'en fait, on considère que un travailleur maraîcher peut s'occuper de à peu près 1 hectare de surface sur une année, hein. Et donc, nous sommes une petite structure, mais nous sommes en lien avec de grandes structures dans la plaine, dans la région de Colmar, où là-bas, en fait, effectivement, lorsqu'on regarde la masse de travailleurs qui sont présents sur l'exploitation, qui représente bon an, mal an de culture maraîchère entre 16 et 20 hectares, eh bien, effectivement, on se retrouve avec à peu près autant d'employés qu'il y a de surface, quoi, ramené à C'est-à-dire l'hectare. entre 16 et 20 employés. Voilà, voilà. Sans parler encore des gens qui sont directement prévus pour faire la vente, la commercialisation, hein. Ça, c'est encore une équipe supplémentaire. Mais en production, on se retrouve à peu près avec ce ratio. Et ça tient la route. Alors que si vous voulez, je vais pas me faire des copains, mais c'est quand même une réalité. Dans le monde des céréaliers, on peut voir une personne gérer plusieurs centaines d'hectares. Et ça vous choque ou euh, Ça ne me choque pas, mais je suis pas dans cet état d'esprit. Et alors, si vous voulez, il faudrait vraiment faire des distinguos au niveau des différents ateliers qui existent dans l'agriculture, parce qu'en fait, le céréalier qui s'occupe de plusieurs centaines d'hectares en monoculture n'a rien à voir avec l'éleveur qui fait de la production laitière ou qui fait de la production de vaches, ou le maraîcher, ou le légumier spécialisé dans une ou deux cultures maximum, et ainsi de suite. Voyez-vous, l'arboriculteur, le viticulteur, tout ça, on parle toujours de l'agriculture, mais en fait, il faudrait faire des distinguos et changer un petit peu les règles qui permettent aux uns ou aux autres de fonctionner dans notre société, quoi, voyez-vous. alors, En fait, oui, j'entends bien, mais c'est vrai aussi que le travail du légume est différent du travail des céréales qui poussent sur des champs à perte de vue. C'est pas le même évidemment, métier. évidemment. Mais si vous voulez, dans la plaine d'Alsace, quand j'étais môme, c'était une succession de plusieurs cultures moyennes, on va dire. Bon, évidemment, les moyens de production mécanique et compagnie ont extrêmement évolué. J'ai 55 ans, hein, donc en 50 ans, ça n'a plus rien à voir, hein, la manière de travailler le sol et tout, et d'aborder le travail du sol. Mais aujourd'hui, là, ça va un tout petit peu mieux du fait déjà de la guerre en Ukraine. On a un petit peu encouragé certains paysans à faire plus de pommes de terre, par exemple, hein. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Mais il y en a d'autres. Mais il y a encore quelques années en arrière, vous traversiez la plaine d'Alsace, qui fait environ allez, 120 km du Hum. nord au sud. Et ben, c'était un champ de maïs géant. Point. Et donc, avec tout ce qui en découle, problème de maladie, problème de ravageurs, euh, mais c'était une culture extrêmement bien subventionnée et tout le monde s'est jeté là-dedans. Mais en Alsace, les paysans, j'estime,
qu'ils ont encore la chance que n'ont pas, par exemple, les paysans de Champagne, hein, la Champagne crayeuse, où le réservoir dans le sol n'est absolument pas comparable au réservoir le potentiel du sol en plaine d'Alsace. En Champagne crayeuse, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient faire avec cette manière de travailler, à mon sens. Ça n'engage que moi ce que je dis, mais Mmh. quand je passe à travers la Champagne, je vois presque quelque chose qui est en train de devenir désertique, quoi. Oui, mais c'est pas une plaine limoneuse avec les sédiments Absolument. du fleuve. C'est Voilà. ça. C'est ça. Donc, Euh, sol fragile, d'autant plus, il faudrait faire attention, d'autant plus, quoi, à ce alors qu'on fait. concrètement, quand même, quand vous faites de la biodynamie, comment vous faites, ou de l'agriculture biologique, comment vous faites pour lutter contre les maladies, les insectes, tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, attaque les récoltes? Alors, voyez-vous, Monsieur Verhaeg, nous sommes dans un état d'esprit où nous pensons que la fatalité n'existe pas. OK? Alors donc, on reste à notre petite place d'humain parmi tout le système biologique qui nous entoure et on commence par essayer de comprendre où c'est qu'on cherche à implanter une culture. Alors ça, c'est avec l'expérience aussi, ça vient. Hein. Quand on est jeune et novice, qu'on démarre, évidemment, on est confronté à des choses qui ne tombent pas du ciel. Mais avec quelques années d'expérience, on commence à se rendre compte qu'en fait, certaines pratiques sont plus susceptibles à créer des catastrophes, entre guillemets, que d'autres. Voyez-vous, Mmh. l'interventionnisme, c'est quelque chose que nous avons totalement abandonné et nous n'aimerions pas y retourner un jour. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un état d'esprit d'observation permanent à la moindre petite alerte, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous pouvons rentrer dans certaines de dans nos parcelles, en voyant la flore spontanée. Vous comprenez ce terme? Flore Mmh. spontanée. Mmh. Donc, il y a beaucoup de gens qui appellent ça les mauvaises herbes. Moi, je préfère Mmh. utiliser flore spontanée, c'est plus joli. Mmh. On peut déjà avoir une information sur ce qu'on a bien fait, pas bien fait, ou dans quelle tendance, en fonction du climat, on se trouve. Voilà, voyez-vous? Et donc, on a des informations de ce type-là à travers l'information, à travers l'observation, pardonnez-moi. Et ensuite, autre chose, lorsque, par exemple, il y a des ravageurs qui apparaissent, ravageurs, c'est donc les insectes nuisibles à nos cultures, Mmh. on a plusieurs moyens d'action, à savoir soit lâcher d'autres insectes qui vont s'occuper des insectes ravageurs en les mangeant, les consommant, les parasitant, tout ce que vous voulez. Ou alors, nous, personnellement, on fait de plus en plus appel à des cocktails d'huile essentielle, voyez-vous. Et donc là, on est dans des principes actifs quand même très très puissants. Hein. Les huiles essentielles, c'est pas n'importe quoi. Et donc, il faut un tant soit peu être formé. Alors moi, je me forme en dilettante, mais il y a quand même aussi de plus en plus de produits qui ont des AMM contenant des formules avec des huiles essentielles qui sont mises sur le marché. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous rajouter? Après, voyez-vous, dans les cultures sous serre, qui est une ambiance totalement artificielle, Mmh. hein, c'est nous qui faisons la pluie et le beau temps là-dedans, Mmh. et bien là, par contre, il faut être encore plus attentif parce qu'en fait, l'explosion ou l'arrivée d'un ravageur, d'un champignon ou de choses comme ça peuvent être dramatiques là, par contre, parce que les conditions sont optimales. Lorsque l'insecte s'installe, c'est qu'il a trouvé une condition optimale pour se nourrir, se reproduire et ainsi de suite. Et donc là, à nous d'être encore beaucoup plus vigilants. Mais il y a aussi en amont, au moment de l'implantation de la culture, voyez-vous, des choses qu'il faut apprendre à gérer intelligemment, à savoir par exemple les excès d'azote sont souvent à l'origine d'attaques foudroyantes de pucerons. Voyez-vous, des choses comme ça. Et donc tout ça, c'est une partie de l'expérience, mais aussi surtout énormément d'observation. C'est un tiers de notre travail. Par rapport à un maraîcher qui utilise de la chimie, on va dire ça comme ça, est-ce que vous produisez moins que lui à l'hectare et est-ce que vous travaillez plus que lui à l'hectare? Oui, alors ça, c'est une belle question. Alors, sans vouloir plomber personne, chacun fait ce qu'il veut, hein. Enfin, chacun a sa conscience, chacun procède comme il veut, comme bon lui semble. On n'est pas là pour juger, quoi. On est d'accord, hein. Mais je pense que le maraîcher, on va dire conventionnel, chez nous, on appelle ça les maraîchers qui font de l'agriculture conventionnelle, eh bien, auront
auront sans doute, hors accident, des rendements assez similaires à ce que font les maraîchers bio. Mais je peux vous donner un exemple de collègues qui sont en plaine, justement, où ils dépassent régulièrement les quotas moyens de ce qui est indiqué par la Chambre d'agriculture hein, sur tel et tel itinéraire technique ou telle culture. Ils dépassent régulièrement. Et ça, moi, je me l'explique parce que ce sont d'excellents techniciens. Si maintenant, comprenez bien ce que je veux dire, si vous prenez un agriculteur qui a toujours pratiqué une agriculture conventionnelle et qui, pour une raison ou une autre, passe à l'agriculture biologique, mais en fait, il change juste de fournisseur pour avoir l'agrément, il Mhm. va complètement se planter. Il va se planter. L'agriculture biologique, c'est autre chose, hein. C'est vraiment, il faut vraiment comprendre beaucoup, beaucoup de choses en agronomie, en vie de plantes, en vie d'insectes, en vie de champignons. Enfin, voyez-vous, si vous changez juste de crèmerie pour faire vos commissions, ça va pas marcher, quoi. Mais Et oui, allez-y. concrètement, par rapport à un agriculteur conventionnel, comme vous dites, qui fait son travail conventionnellement, et vous qui le faites en bio, est-ce que pour avoir la même production, pour avoir une tonne de patates, par exemple, est-ce qu'il vous faut plus d'heures de travail que lui? Oui, je pense, et c'est le domaine, on va dire, ça peut peut-être aussi expliquer le surcoût qu'il peut y avoir sur les produits bio, parce qu'en fait, il y aura plus de main-d'œuvre sollicitée pour la production. Et c'est une dimension qui m'intéresse particulièrement, euh, parce qu'en fait, l'agriculteur conventionnel va peut-être user plus de substances chimiques, hein, de préparations chimiques pour, par exemple, faire du désherbage ou des choses comme ça, alors que nous, soit c'est vraiment mécanique avec une machine, quoi, ou alors c'est manuel. Voyez-vous, nos rangs de carottes, on les désherbe. Alors, il y a d'abord une action lorsque ça marche bien. Je vous explique l'itinéraire de la carotte parce que c'est quelque chose d'assez technique à produire. C'est Saint-Nicolas Euh, en plus demain, donc c'est le jour de la carotte. à vous, Ah oui, parce que Saint-Nicolas, l'âne de d'accord? Saint-Nicolas, vous mettez pas une Ah oui, carotte, oui, oui, voilà. évidemment, Je suis évidemment. sûr qu'en Alsace, on met une carotte avec un verre d'eau pour l'âne de C'est vrai. Saint-Nicolas le Nous, 5 décembre. nous avons un petit garçon qui vient régulièrement chercher des carottes pour les ânes, c'est vrai. Alors bon, euh, l'itinéraire de la carotte, une fois que le semis est fait, alors l'idéal, on fait un faux semis. Ça veut dire on prépare un sol à accueillir un semis, on laisse la flore spontanée s'installer, on casse cette levée, et à ce moment-là, on fait un vrai semis de la culture que nous cherchons. Donc, on appelle ça la technique du faux semis, qui va déjà considérablement freiner l'implantation des plantes qui ont envie de s'installer toutes seules. Ensuite, le semis est fait. Juste avant la levée, la germination de la semence de carotte, lorsque sur les lignes de carottes, parce que tout ça c'est fait en ligne, hein, c'est quand même relativement cadré et c'est du travail sérieux, quoi, hein. Et donc, on passe ce qu'on appelle un coup de désherbeur thermique. Donc, c'est en fait un gros chalumeau et on brûle les adventices qui se sont installés sur les lits de semis de carottes. Et à partir de là, lorsque tout marche bien, on a déjà un mois, voire 6 semaines où la carotte va être toute seule pour s'installer. Et on arrivera à avoir déjà des carottes bien formées, avec des feuilles bien formées, bien présentes, avant de devoir envisager une action mécanique sur le rang de désherbage. Parce qu'en fait, c'est capital d'avoir des cultures toujours, au moins les lignes de culture très propres, dans la mesure où ce sont souvent, lorsque les cultures sont sales, entre guillemets, que les ravageurs vont s'installer et puis voilà, ils vont vivre leur petite vie dans un micro, un petit microbiotope comme ça sur les lignes de carottes ou d'autres cultures, c'est pareil. Donc en fait, notre travail, c'est de amener à l'âge adulte cette carotte avant même que n'importe quel agresseur aurait pu passer par là. Bien souvent, lorsque la carotte a fait son cycle de développement et qu'elle est bonne à être récoltée, hormis un passage de mouches, voilà, on les connaît aussi, hein, on peut observer l'arrivée des mouches mères. Souvent, après, c'est gagné, quoi. Mais Et pas, pendant ce temps-là, l'agriculteur hum, conventionnel, il a voilà. fait quoi pour obtenir les mêmes carottes? Ben, je pense que déjà entre les rangs, entre les lignes de semis, à mon avis, il y aurait eu un désherbage chimique, pourquoi pas. Nous faisons des désherbages mécaniques,
OK? Et que bien souvent, on le fait à la main, entre les lignes de carottes, avec des outils prévus pour, mais ce sont des humains qui sont derrière à chaque fois. C'est pas un conducteur de tracteur et puis un porte-outils. Et donc, là encore, si l'agriculteur conventionnel, aujourd'hui, il faudrait s'adresser à un producteur de carottes conventionnel pour vraiment connaître ses itinéraires techniques, mais je pense que ils font appel aux désherbants chimiques, à mon avis, je pense. Alors, Quand on passe à côté de certaines cultures vraiment extrêmement propres par rapport à ce que nous on sait faire en bio, on peut se poser la question avec quoi ils ont procédé, quoi. Enfin, mais donc ça explique que vous utilisez plus de main-d'œuvre pour la même production, hum, et donc les prix sont plus élevés, puisqu'on voit bien les légumes bio coûtent beaucoup plus bon. cher que les légumes conventionnels. Alors, beaucoup plus cher, je dirais qu'il faut presque faire une étude géographique des zones d'achat des légumes bio, parce que honnêtement, je pense qu'il y a des niches en particulier dans les grandes villes, où il y a des gens qui se font un petit peu assommer par le prix des légumes bio, et je ne comprends pas toujours pourquoi. Parce qu'en fait, l'idéal, si vous voulez, c'est toujours d'aller au plus court, donc aller directement chez un producteur, mais c'est pas possible toujours. Donc, soit c'est les marchés, soit c'est les magasins spécialisés ou je sais pas quoi. Mais je peux vous affirmer, Monsieur Vera, que nous, dans les petits supermarchés du coin, des fois, on est moins cher avec des produits, je dirais, plus attrayants visuellement. Mais vous êtes moins cher en vente directe. Oui, c'est ça. Mais il faut entendre que le patron de supermarché, il a besoin aussi de vivre, donc il prend une marge. Donc si vous appliquez la marge du supermarché, est-ce que vous seriez plus cher que le produit conventionnel? Je ne peux pas vous répondre dans la mesure où nous ne vivons que de notre production, nous ne faisons pas d'achat-revente. Voyez-vous? Vous ne faites que de la vente directe. Oui, et que de notre production. Hmm. Sur Et l'ensemble de l'année, si vous deviez vendre à Paris, par exemple, vos produits, oui, il y aura un coût de transport, il y aurait des coûts d'intermédiaire, il y aurait le coût du magasin où vous ouais, vendez, ça ferait augmenter vos tarifs. C'est assez ça logique. c'est ça c'est sûr. En fait, si vous voulez, on connaît de loin en loin l'existence d'une coopérative qui fait que de l'achat local, mais qui par contre diffuse nationalement. Et donc, eux, on connaît à peu près leur mode de fonctionnement. Par rapport au prix public qui se fait de façon générale, c'est entre 30 à 40% en moins, vu qu'en plus, ils garantissent un certain un écoulement de volume. Et ensuite, c'est 30 et 40%. Effectivement, mais là, je pourrais pas vous répondre. Je suis pas un spécialiste dans ce domaine. Je pense pas que ça va suffire à atteindre enfin, à couvrir tous les frais nécessaires à la commercialisation des produits qu'ils auront achetés chez le producteur. Je pense pas. Mais je suis pas un spécialiste dans ce domaine. Bon, sur le fond, aujourd'hui, quand vous voyez les agriculteurs, notamment dans l'ouest de la France ou dans le sud-ouest, qui se plaignent de l'augmentation des charges, du coût des charges, est-ce que vous comprenez ça? Et c'est quoi, vous, les solutions que vous proposeriez pour régler la question de la misère agricole ou en tout cas de la difficulté des agriculteurs à survivre? Alors, je ne vais pas vous cacher que je suis un eurosceptique profond et je pense qu'une grande partie des problèmes des paysans français, hein, mais pas que, c'est européen presque hein, le problème, hein, vient du fait qu'en fait, on a attiré les paysans dans une logique qui est pourrie et malsaine. Aujourd'hui, on arrive là encore au bout du système, par exemple, de ce que sont que les aides de la politique agricole commune, hein, les aides PAC. Et moi, je crois que, voyez-vous, les paysans, bien souvent, ce sont des gens qui bossent énormément, vraiment énormément. Hein. Ils sont là 7 jours sur 7. Hein. Vous prenez un éleveur ou un producteur de légumes ou je sais pas quoi, ils sont là 7 jours sur 7. En été, de toute manière. En hiver, des fois, ça va un peu mieux pour les producteurs de végétaux, mais l'éleveur est là, surtout s'il fait de la transformation laitière ou des choses comme ça, il est là tout le temps. Bon, après, il peut y avoir des employés ou quoi, mais je veux dire, c'est une structure qui ne s'arrête jamais. Donc, en fait, ce sont des gens qui doivent absolument aimer leur métier, et c'est un sacerdoce, hein, quelque part. Et
Le problème, c'est que moi, je pense souvent aux éleveurs de porcs bretons. Là, il y a quelques années, on les avait diabolisés parce ils étaient à l'origine d'une pollution sans nom avec les algues vertes et compagnie. Mais moi, je pense pas que ces gars, le matin, quand ils se levaient, ils avaient l'intention de tout bousiller autour d'eux. Je ne pense pas. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire à l'époque. Et paf, ça s'est retourné avec eux parce qu'en fait, on n'avait pas réfléchi à la quantité d'effluents et de déjections qui allaient découler de tout ça. Puis voilà, la catastrophe écologique est arrivée, mais je ne pense pas que les seuls et uniques responsables de tout ça, ce soient les paysans. Je ne pense pas ça. C'est un système qui les a poussés à coups de subventions à rentrer là-dedans et en leur faisant croire qu'en fait, vu qu'on cherchait à vendre les choses le moins cher possible pour que tout le monde y ait accès, eh ben, on compenserait ce manque à gagner avec des subventions. Et pour moi, c'est une des origines ou une des explications possibles. Aujourd'hui, avec en plus, vous rajoutez l'explosion du prix du gasoil et des intrants nécessaires à la fabrication, des cultures et tout, les gars, ils sont... Enfin, il semblerait, j'avais lu ça il y a quelque temps, que 80% des entreprises françaises, entreprises agricoles françaises ne sont pas viables économiquement. Hmm. Voyez-vous? Et donc, ça veut dire que si on supprime les aides PAC Elle et disparaît. les aides aux investissements et tout ce que vous voulez de ce type-là, elles disparaissent. Elles ne sont pas viables. Hmm. Voyez-vous, alors pour nous, euh, faire de l'agriculture biologique, je suis persuadé que par exemple, 10 petites structures sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus puissantes qu'une grosse méga structure spécialisée. Enfin, on trouve ça dans tous les domaines, quoi. La Et question, c'est est-ce que si on fait 10 000 petites structures au lieu d'une grosse, hum, est-ce que le prix de l'alimentation va augmenter? je suis pas Parce sûr. que si vous avez 10 000 agriculteurs au lieu d'une grosse structure avec 1 000 agriculteurs, vous avez 9 000 salaires de plus. Hum, Et le salaire, il est répercuté sur le prix. ouais, d'accord, mais après, si on reste dans le fonctionnement actuel du système, évidemment, ça va coincer. Mais je pense que, je vous promets, quand j'étais môme, là encore une fois, je traversais la France avec mes parents, je voyais partout des paysans qui manifestaient contre l'imposition de la PAC. C'était partout, à travers les campagnes françaises, non à la PAC, et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, euh, presque tout le monde en dépend, presque tout le monde en dépend de la PAC. Et ils sont coincés dans un système, et donc il Non, faudrait laisser tomber ce système, mais à mon avis. que l'intervention de l'État ait perturbé le fonctionnement Ben, c'est naturel, évident. j'en suis d'accord. Que les gens vivent sous perfusion de subventions d'argent public et que ce soit une erreur, j'en suis d'accord. Maintenant, la question, parce que j'entends beaucoup de gens dire ce que vous dites, plein de petites structures, ça serait mieux. La question, c'est la répercussion sur le prix. C'est-à-dire que les gens qui sont au RSA et qui s'en sortent en achetant de la malbouffe au Lidl ou au magasin du coin dont vous avez dit que voilà, est-ce que ces gens-là vont voir les prix agricoles augmenter et donc dire, ah, mais il y a une inflation alimentaire. On voit bien qu'il y a eu entre 15 et 20% d'inflation alimentaire l'an dernier, ça a fait hurler tout le monde à juste titre. La question, c'est est-ce que de façon transparente, si on dit on supprime la grande agriculture industrielle, est-ce que les prix vont augmenter ou pas? Et donc, est-ce que les gens doivent s'attendre à une inflation des prix? Et ce qui est souvent l'aspect caché du raisonnement, c'est qu'on dit, ah, avant c'était mieux. Certes, mais avant, la nourriture, le poids de la nourriture dans la dépense mensuelle était plus élevé. Et aujourd'hui, on a des gens qui vivent avec de la nourriture pas chère, c'est de la merde en boîte. Simplement, ils l'ont, ça leur permet de s'en sortir en ayant des salaires bas ou des allocations, des minima sociaux pour vivre. C'est tout le sujet. Je suis pas sûr que les gens qui perçoivent des minima sociaux parce qu'ils sont au chômage viendront travailler dans les fermes ou les exploitations agricoles pour vous aider. Vous voyez, c'est ça le sujet. Moi, ce que je vois partout, c'est que dans le Nord, par exemple, il y a en gros un poste sur deux dans le monde agricole est vacant. Donc, ils sont en recherche de main-d'œuvre. Et je suis pas sûr que faire 10 000 exploitations
on va trouver 10 000 personnes pour travailler, en tout cas 10 000 Français, ça j'en suis pas sûr. Et je suis pas sûr que les prix alimentaires resteront bas. Ouais, alors il y a quatre choses qui vont me faire réagir dans ce que vous venez de dire, si vous permettez. Alors, et vous avez parlé donc, du coût de la nourriture, vous avez parlé de la malbouffe, vous avez parlé du fait que ni les paysans actuellement n'ont les moyens de faire tourner rond l'économie de leur entreprise et tout, du fait de l'inflation de tout. Et il y a une autre chose, mais je ne me Et rappelle la plus, ça va me main-d'œuvre, revenir. la pénurie de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, voilà. Alors, on commence par le fait qu'il faut avoir en tête qu'en fait, les engrais, la pétrochimie, sont indexés sur le cours presque du baril de pétrole, hein. Lorsque le pétrole augmente, tout ce qui en découle augmente avec, hein. On a des, on a des prévisions, hein, chez les spéculateurs et tout, à 15 jours à peu près du coût des intrants chimiques et des coulants de la pétrochimie, hein. Le reste, ça n'a fait qu'augmenter ces dernières années, hein. C'est pour ça aussi qu'en fait, énormément de paysans ont commencé à réfléchir à des alternatives pour leur production. Il était peut-être un peu tard pour certains, mais c'est une de ses conséquences. OK. Parce que pour la petite histoire, il faut quand même savoir que certaines molécules qui étaient utilisées jusqu'au milieu du siècle dernier pour faire la guerre, vu qu'on cherche à faire des guerres pour préparer aujourd'hui, eh ben, on les a fait passer dans le monde agricole. Et où le lindane, par exemple, enfin ce genre de choses, hein. Certains gaz qu'on bazardait dans les tranchées en 14 sont partis dans la fabrication de pesticides dans l'agriculture. Hmm. On en pense qu'on veut, mais bon, c'est quand même une réalité. Donc, alors, les intrants enfin, le prix des intrants sont calqués sur les cours du pétrole, ce qui fait exploser, on va dire, les coûts de production, hein. Alors, la malbouffe. Je suis persuadé que même si vous achetez le kilo de patates 10, 20, 30, 50 centimes plus cher, mais que c'est de la bonne pomme de terre, nourrissante, pas empoisonnée, parce qu'il y a des légumes qui sont, à mon sens, empoisonnés, eh ben, les répercussions sur, par exemple, le coût de la santé, hein, parce que le coût de la santé, il est énorme lorsque, en fait, les gens, pendant des années, se sont nourris de cochonneries, voire de choses empoisonnées, il y aura une répercussion sur leur santé à terme un jour. Et là, on ne connaît pas exactement quel est le rapport entre le coût de la santé qui découle directement de la malbouffe. Enfin, moi, j'ai jamais vu de chiffres qui disent clairement un rapport clair entre les gens qui se sont nourris pendant des années avec de la mauvaise nourriture et quel est le coût réel de leur prise en charge le jour où ils sont très malades. Non, mais toute la difficulté, c'est toujours la même, c'est de dire aux gens, vous allez payer tout de suite plus cher et vous récupérerez plus tard. Mais ça, c'est Croyez-moi, un pro- je, ça, je, c'est un, je, c'est je un lis des problème. commentaires tous les jours. Ah oui, 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 oui. Il Mais y a je plein de sais. gens qui disent, mais bien sûr, viens, sauf que quand ils doivent passer à la caisse, là, il n'y a plus. Voilà. Mais on ne peut pas imaginer alors que c'est réellement un problème d'éducation populaire, ça, ou je ne sais pas. Enfin, Non, mais sans- changer l'homme, je vais vous dire, Pol Pot voulait changer l'homme, Staline, Hitler, ils ont tous voulu un homme nouveau. Moi, je mais, prends les gens tels qu'ils sont aujourd'hui et je vois bien que quand vous dites à quelqu'un, ah, on va faire mieux, il est pour. Quand on lui dit, ça coûte autant, passe à la caisse, sors ton chéquier. Là, c'est plus compliqué. ouais, ouais, ouais. Les Français, je le vois sur Internet, ont un peu la manie d'être des grandes gueules qui, ah, mais c'est facile, il n'y a qu'à Faucon. Puis quand il s'agit de passer à l'acte, on s'aperçoit que c'est plus des diseux que des faiseux, malheureusement. Mhm. Oui, oui. Oui, oui, je sais, je suis confronté à ça. Mais souvent, la démonstration au quotidien, et lorsque le gars, il mange et qu'il arrive à un sentiment de satiété et de sentiment d'être repu, mais sans être un lourd comme un hamburger, eh ben, au bout d'un moment, tiens, tiens, c'est intéressant. Le sentiment de satiété, c'est quelque chose qui a totalement quitté les esprits des gens lorsqu'ils font leur commission, Oui, lorsqu'ils vont oui, faire leurs oui, bon, on courses. est d'accord, Bon, mais c'est un ok. changement de modèle. Il nous reste 3 minutes. Ok, et pour répondre encore au problème de main-d'œuvre, alors en fait, effectivement, nous avons été plusieurs fois confrontés à des gens qui arrivaient chez nous avec des idéaux. Je vais travailler chez un maraîcher bio, ça va être chouette et Paysans, tout. Voilà. retour Mais à en la fait, terre. c'est un travail, personnellement, j'ai fait plusieurs emplois dans ma vie. C'est le plus dur que j'ai fait de ma vie, aussi bien physiquement que moralement.
Et tout le monde n'est pas capable d'encaisser ça, hein. Tout le monde n'est vraiment pas capable d'encaisser le fait de devoir travailler dans n'importe quelle condition climatique, parce que le travail doit être fait, hein. Ça peut être le cagnard, et le lendemain du vent et de la pluie, et le surlendemain de nouveau du cagnard, et c'est difficile. Et donc les gens qui arrivent avec des idéaux du type ouais, il y a un mot que je ne supporte plus, c'est la permaculture. Je supporte plus ce mot parce qu'en fait, on a fait croire aux gens qu'on pouvait nourrir la planète avec des techniques de fainéants. Je doute. Je doute franchement que ce soit possible. Amenez-moi, j'ai une entreprise en Allemagne qui m'a un jour donné des chiffres, qui fait de la permaculture, avec des chiffres, on va dire, de production, de rendement et tout, pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi on parle. Il y en a un seul qui m'a donné un jour un élément de réflexion et de comparaison avec d'autres itinéraires techniques dans l'agriculture. Les autres, ok, c'est magnifique, c'est beau, ça roule tout seul, mais j'ai jamais vu. Je ne sais pas si c'est de l'agriculture vivrière ou si c'est pour faire des marchés ou je ne sais Ça, pas. c'est pour les jardins. C'est pour les jardins. On fait ça aussi. Voilà, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, aujourd'hui, il faut voir la production de nourriture de la sorte, alors que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Par contre, ce que des gens ignorent, c'est que tout au long de la vie d'un aliment, on a produit 2 fois plus que ce qui est consommé. Le reste part à la poubelle, sous une forme ou une autre. Déjà emballé, ou au champ, sorti du champ, ou dans la... Voilà. Ça, c'est un problème. Mmh. Ça, c'est un problème. C'est une hérésie, à mon sens, d'aller raser des forêts n'importe comment pour faire du soja, pour nourrir des poulets ou des vaches ou des cochons, je ne sais où dans le monde, et pour finalement en jeter la moitié, quoi. Mmh. Mmh. Pour moi, c'est un non-sens. Mais il faut bien entendre que c'est un autre modèle, c'est-à-dire que la transition sera douloureuse. Un certain nombre Absolument. d'habitudes et Ah, ouais. de Ah bah oui. confort d'aujourd'hui euh, seront obligés de changer. Bon, Mais, Jacques, mais ce que vous juste pour dites est finir, passionnant. Allez-y, on finit. Allez-y. juste pour finir, quand on voit tous les traités de libre-échange, je sais pas quoi, à travers toute la planète qui ont été signés, hein, enfin, franchement, alors qu'ici, on sait faire, on a des bonnes terres et on met on met les gens au pied du gibet, quoi, certains agriculteurs, hein, c'est clair, hein, Bon, c'est clair. on reviendra vers vous. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner et expliquer comment vous faites, parce que qu'a dit Jacques Leclerc est passionnant, écrivez-nous. Et puis, Jacques, j'espère à bientôt alors. Oui, oui, moi je vous lis tous les jours, hein. Bon, vous êtes parfait. À bientôt, Jacques. Merci. Au revoir.